Antenna, votre radio. Ne déréglez pas votre radio ni votre portable, nous prenons le contrôle de votre connexion. Toutes les fonctionnalités de votre ordinateur ne vous appartiennent plus. Inutile de vous échapper, partout où vous irez, la fréquence vous ciblera. Dans quelques instants, vous allez être matérialisé dans une dimension intermédiaire. Strange Ways. Soyez les bienvenus dans la dimension interdite. Étranges histoires. Conception et réalisation Effector Studio. Début 1990, 1957, 1975, 1988, 1992, 1994, 1997, 2003, 2005, 2008, 2010, 2012, 2013. Vous allez être plongé maintenant, au sein même des phénomènes énigmatiques de la zone Prime Alpha, en pleine région parisienne. 1988. Automne. Zone ouest. 3h30. Ma chambre étant en travaux, la nuit faisant, je décide de me coucher dans le salon. Je déplie le canapé convertible, et me mets au lit. Je suis fatigué, mais le sommeil tarde à venir. Sûrement les travaux qui me trottent dans la tête. Apparemment parti pour une courte nuit, un peu avant 3h30, je ressens une irrésistible envie de me rendre à la fenêtre. Ce que je fis. Soudain, à 3h30 précise, en regardant vers l'ouest et en direction du Bourget, le temps d'une demi-seconde, je vis tomber une sorte de masse semblant être constituée de tubes longitudinaux, faits de lumière multicolore. Je m'attendis alors à ressentir les vibrations causées par l'impact, et mis mes mains plaquées sur la vitre, ainsi que mes pieds bien rivés au sol. Mais aucune sensation ou effet que ce soit. Soit la chose n'était pas très proche, soit elle était immatérielle. L'objet tombait quasiment à la verticale, avec un angle de pénétration allant de gauche à droite, du haut vers le bas, était constitué de plusieurs sortes de halos lumineux parallèles entre eux, et imbriqués, la couleur du côté droit externe, était répétée de même façon à l'extrémité gauche, formant ainsi un premier contenant. Puis une autre couleur, formait de même un autre conduit intérieur, parallèle au premier. Et enfin, un troisième ensemble de deux tubes lumineux parallèles aussi, et d'une couleur encore différente. Le tout affublé en son centre, d'un cœur lumineux possiblement orangé. Estimer la taille et la distance réelle du phénomène semble impossible. Je peux juste dire que c'était assez conséquent. Peut-être la grandeur d'une montgolfière à quelques dizaines de mètres. Étrange, n'est-il pas ? Après la grande tempête. Fin 1989, début 1990. 3 février à 16h45. La tempête a enfin cessé. Cheminées, antennes et autres vitres jonchent le sol. Nous sommes réunis à 3 personnes au 7e d'un immeuble faisant face au centre de la zone. Bizarrerie de ce bâtiment de la fin des années 60, les caves sont au premier étage et une partie de l'édifice montée sur pilotis. La raison en est que le terrain est truffé d'anciennes carrières et les pilotis reposent donc sur des parties du rang sous-sol. Nous pouvons donc estimer que l'observation a été faite d'un 8e niveau. La vue est largement dégagée après ces événements climatiques, le plafond nuageux est très bas et d'un gris moyen neutre. Un silence de destruction règne sur toute la région.
Je passe devant la baie vitrée et j'aperçois de grands flashs électriques au sol, à peu près à 2000 mètres de là. Immédiatement nous pensons à une ligne électrique aérienne tombée à terre. Quelques instants passent et je reviens voir si les pompiers ou ERDF sont intervenus. Apparemment oui, car plus un seul flash blanc bleuté au niveau du sol. Mais mon attention est attirée plus haut vers le ciel, et là, à la verticale de la zone des éclairs électriques, je découvre une énorme sphère suspendue devant moi sous les nuages. L'engin semblant faire une quinzaine de mètres de diamètre était placé à une altitude estimée entre 100 et 150 mètres. L'appareil d'aspect plomb fondu complètement lisse ne laissait apparaître aucune soudure ou liaison quelconque. Et encore moins de boulons ou de hublots. Passé quelques minutes, au loin le soleil commença à percer les nuages sur l'arrière droit de l'objet. 3 magnifiques halos de lumière en forme de trépied et viennent égayer ce décor insipide. Immédiatement la sphère se met à réfléchir la lumière sur son côté arrière droit devenu alors orangé, comme si le revêtement métallique extérieur absorbait la couleur comme une éponge. Je demande alors à une des 2 autres personnes présentes de me donner la paire de jumelles toujours accrochée au mur juste à côté. Mais étrangement nous ne la retrouverons pas. J'ai pu observer cette chose durant 7 à 8 minutes avec l'impression que la sphère me regardait. Et pour cause, pendant un court laps de temps, j'ai cru voir l'engin rapetisser, c'est alors que je compris qu'il commençait à reculer à vive allure complètement aligné dans mon axe de visée, ma tête étant légèrement inclinée vers le haut. La sphère mue par une accélération soutenue sur quelques centaines de mètres, monta à angle droit en arrondi dans les nuages pour y disparaître. Estimation de la vitesse, 0 à 600 km/h. Il serait aisé de croire qu'un tel engin déplace une masse d'air importante, et pourtant, aucune fluctuation dans ce ciel cotonneux. Au mois de juin de la même année, en revenant du même endroit et me dirigeant chez moi par une bretelle d'autoroute, j'aperçus une étoile étrange dans le ciel, toujours placée au-dessus de la ZNPA. Je l'observe brièvement, faisant attention de ne pas mordre le rail de sécurité. Une fois rendu dans ma rue et stationné, j'observe alors le phénomène dans son intégralité à mon aise, et je comprends maintenant que cette étoile d'aspect planétoïde, qui n'était pas présente auparavant, est bien à l'intérieur de notre atmosphère à une altitude moyenne, mais plus élevée qu'au mois de février, pareille à une sphère beaucoup plus orangée, reflétant le soleil déclinant d'un mois de juin à 22 heures. Je reproduis alors l'expérience 3 jours durant, et bingo, après 5 minutes d'observation, la chose semble se mettre à bouger, et finit par décrire un cercle pour ensuite revenir à sa position initiale. Après quelque temps d'observation, je décidai de rentrer. Le lendemain, la sphère teintée d'orange n'y était plus. 1957. Sphère sur la ville. Quelques années après l'observation du 3 février 1990, je fais la connaissance d'un musicien, je le suis aussi, plus âgé que moi. Je lui narre ma rencontre avec la sphère, et je vois rapidement qu'il est passionné par ces phénomènes. Immédiatement, à ma grande surprise, il m'affirme qu'avec sa mère, en 1956 ou 57, ils virent une sphère pratiquement au même endroit, et identique en tout point, léchant la cime des arbres, se teintant ainsi de vert sur la partie inférieure. Ce jour-là, il y eut tant de témoins, plusieurs centaines, que le journal Le Parisien y consacrera un article qui relatera le récit d'une centaine de témoins. Ces personnes rencontrées sont dignes de confiance, cette femme âgée alors de 82 ans, et son fils d'une petite cinquantaine d'années, savent de quoi ils parlent. Leur fils et frère, pilote de chasse, a très souvent rapporté des faits similaires, jalonnant le cours de sa carrière militaire. À l'époque décédé depuis plusieurs années, en mission et dans d'étranges circonstances, officiellement, il était en vol inversé sur le dos, à l'intérieur d'un nuage. Pour en sortir, il voulut prendre de l'altitude en tirant sur le manche, mais malheureusement positionné à l'envers, il s'écrasa. Étonnant de la part d'un pilote chevronné. Cette même année, dans la même période de temps et à quelques dizaines de kilomètres, une observation similaire sera faite.
au-dessus de l'aéroport d'Orly. 1975. Ou 76. Dans ma rue. Suite à l'affaire du 3 février 90, un autre témoignage de ce genre me trottait dans la tête. Dans les années 70, une amie d'école m'affirma qu'elle avait observé une chose incroyable, dans un lieu qui vint alors compléter l'histoire de la ZNPA. Une nuit, vers 3h30, elle se lève pour boire un verre d'eau et, arrivée dans la cuisine, est attirée par l'étrange couleur nocturne. Elle se dirige vers la fenêtre et stupeur, elle voit, de son 4e étage, une sphère métallique accompagnée par une dizaine de petites boules oranges, placées sur le pourtour de la sphère principale. Cette dernière, de petite taille, avançait d'une allure modérée en suivant la rue entre les réverbères, direction nord. Il est à préciser qu'à cette époque, il n'y avait pas encore d'éclairage orangé au sodium à cet endroit. Elle me porta le dessin en couleur de cette même scène. À l'époque, c'était le premier témoignage de ce genre que je collectais dans la région. Malheureusement, il suffira d'une pression parentale répétée et autres moqueries appuyées de l'entourage scolaire et de ses proches, pour qu'en quelques mois, honteuse, elle décida de revenir sur son récit, tant sournoisement la suspicion à son égard s'était installée. 10 ans après, un proche la revit. Lors de cette rencontre, une des premières choses qui lui vint à l'esprit, c'est bien cette histoire qu'elle racontera encore avec autant de détails. Mais le temps et les sceptiques ayant fait leur œuvre, elle finira par s'interroger. Qu'est-ce qu'on peut raconter comme histoire idiote quand on est enfant? Mais quelques années plus tard, une quinzaine d'années depuis le témoignage originel, une vague d'ovnis déferle au-dessus de Rio. Pendant une grosse semaine, des dizaines de petites boules oranges de la taille d'une balle de tennis vont taquiner la chasse aérienne du Brésil, en lui infligeant des accélérations fulgurantes à chaque fois qu'elle arrive à le rattraper. Les petites sphères oranges changent alors aussitôt de trajectoire. Le dernier jour, après un ultime ballet savamment orchestré, les orbes orangés prennent en altitude lorsque, soudainement, une sphère d'aspect métallique et d'un bon diamètre sort des nuages. Instantanément, les petites boules lumineuses oranges vinrent prendre place autour de la sphère mère, en y reflétant leur couleur. L'ensemble paraissant ainsi reformé, disparut alors à grande vitesse dans les nuages. Les milliers de témoins garderont en mémoire cette dernière image du phénomène. Un témoignage peut parfois en confirmer un autre. La ZNPA n'a pas fini de nous surprendre. 1992. Automne. Zone ouest. 19h. Accoudé à la fenêtre de la cuisine, je regarde en direction de l'ouest vers le Bourget. Soudain, entre deux arbres espacés de 5 à 6 mètres et situés à une bonne quinzaine de mètres, je vis apparaître une petite sphère lumineuse sortant de derrière l'arbre de droite. Le phénomène semblant assez éloigné, se déplace alors horizontalement de droite à gauche dans une trajectoire parfaitement rectiligne. À peine arrivé à la limite de l'arbre de gauche, une deuxième boule blanche apparaît, pendant que la première entame une remontée à angle droit, le long de la limite verticale de l'arbre gauche. La deuxième copie la première, alors qu'une troisième fait son apparition. L'une après l'autre, les trois sphères empruntent exactement le même parcours si bien réglé. Puis s'ensuit un véritable ballet chorégraphié de toute beauté, où chaque engin s'évertue à mimer l'autre. De circonvolutions fluides, en figures géométriques complexes et synchronisées. Ma compagne m'ayant rejoint depuis quelques instants, assiste émerveillée et, intriguée à la fois, à ce show, sidéral et sidérant. Au-delà de 5 minutes, comme un film passé à l'envers, l'une après l'autre, reprennent le trajet en sens inverse pour venir se réaligner jusqu'à ce que la première, puis la seconde, et enfin la troisième, disparaissent derrière l'arbre de droite. Par cette nuit noire, impossible de déterminer exactement la distance à laquelle le phénomène évoluait. 5 kilomètres? Plus? Dans la plupart des cas que nous abordons ici, ce qui surprend, c'est l'adéquation témoin-phénomène. Très souvent, l'impression est donnée aux observateurs que l'OVNI ne s'adresse qu'à eux. Dans cette affaire de l'automne 92, 6 objets apparaissent dans un cadrage bien défini, presque cinématographique.
Il fallait vraiment se trouver à ce même endroit pour bénéficier d'une telle démonstration en vol. À aucun moment, les sphères n'ont dépassé le cadre délimité par les arbres latéraux ainsi que par l'horizon. Est-ce un signe? Est-ce le hasard? 1994. 19 décembre. Le lendemain de ma participation à une émission télévisée sur Canal+ traitant d'ufologie, Noël approchant, je décide d'installer le sapin vers 13h, je laisse la télé allumée, elle me tiendra compagnie pendant que je m'attelle à créer le plus bel arbre de Noël que l'on ait jamais vu. Enfin presque. Cependant, plus la journée avance, plus mon énergie décroît. Une certaine fatigue s'est installée petit à petit à mon insu. Vers 18h, une proche arrivée s'étonne de me voir avachi sur le canapé en train de regarder la télé. De par mon état léthargique, nous commençons à croire que je couvre quelque chose. Mais soudain, alors que nous discutons, l'arbre se met à bouger tout seul. Éberlué, un silence aussi glacial que cet hiver se fait ressentir. Un mouvement de frottement de gauche à droite vient d'ébranler le sapin sur toute sa largeur à l'instar d'un frôlement fortuit occasionné par une masse invisible. Ou serait-ce alors un moyen d'attirer notre attention par quelque chose ou quelqu'un? S'ensuit alors de notre part toute une batterie de vérifications. L'arbre est bien fixé et ne peut en aucun cas émettre ce genre de mouvement seul. Le chat, certes farceur, répond à l'appel de son nom en venant de la cuisine d'un pas nonchalant et d'une mine déconfite semblant signifier qui me réveille. Après coup, la fatigue commence à s'estomper, comme si après une dernière tentative infructueuse de communiquer, l'entité avait signé son départ. Je me remémore plus tard le déroulement de cette journée chargée, et fais le constat d'une fluidité sans aucune perte temporelle, mue par un irrémédiable sentiment d'un essai de prise de contact après mon témoignage ufologique télévisé. Le lundi suivant, je m'approche pour éteindre le téléviseur, à l'époque un modèle sans télécommande, et en appuyant sur l'interrupteur marche-arrêt, je vois apparaître une image fixe en noir et blanc représentant 3 petits personnages identiques assis sur 3 caisses de bois différentes au milieu d'un vieux hangar. À cette période, je travaille sur un article consacré au célébrissime Georges Méliès, le précurseur du cinéma de science-fiction, et les 3 petits bonshommes de l'image sont à ma grande surprise à l'effigie de l'illustre artiste. Ce dont je suis sûr, c'est que leur regard convergeait vers le mien. Plusieurs fois je refis exactement les mêmes mouvements, les mêmes actions sans pouvoir réitérer l'expérience. 3 jours après, était-ce la suite du premier contact? 1997. Courant de l'année. 3h du matin. Un ami me contacte pour me faire part de son observation de la veille. Placé à la sortie est de la zone, et habitant au 8e étage d'une tour en comptant 9, en pleine nuit, il observe plein ouest, une forme ronde et rouge dans le ciel. Le phénomène se situant apparemment vers le centre-nord de la zone, semble palpiter de plusieurs couleurs. L'observateur se saisit alors de son appareil photo 24-36, mais malheureusement il n'a pas de pellicule. Qu'à cela ne tienne, il dégaine alors un téléobjectif dont je ne connais pas la focale. Ce qui est sûr, c'est qu'il mesurait bien 50 cm de long. Il le pointa alors en direction de cette chose peu ordinaire, et zooma plein centre, jusqu'à obtenir une vue en gros plan. À ce moment, il découvre nettement tous les détails. Il s'agit bien d'une sphère de bonne taille et de couleur rouge, mais ce qu'il prenait pour une palpitation lumineuse multicolore, n'est autre qu'une rangée horizontale de phares ou de petites sphères émettant l'une après l'autre, une couleur différente, un peu comme un chenillard lumineux, placé sur le pourtour. L'ami contempla l'objet dans sa totalité durant une bonne demi-heure, puis dut s'absenter quelques minutes. À son retour, la chose avait disparu. De par cette prise de vue, c'est l'observation la plus proche ayant été faite au-dessus de la zone. Hormis les couleurs, nous pouvons dire que la forme de l'engin est similaire à celle de 1976. Le phénomène ne sera jamais revu dans cette configuration de couleurs. 2003. En août. En août 2003, Madame X, installée sur son balcon, fait alors une singulière observation. Haut dans le ciel,
une forme ovoïde d'aspect métallique est apparue. Elle téléphone alors à sa belle-sœur, qui confirme la présence d'un objet métallique à une certaine altitude et reflétant le soleil. Au bout de quelques minutes, les deux femmes voient l'engin disparaître en sa totalité en une fraction de seconde. Leurs proches et amis restent très perplexes quant à leur témoignage. Jusqu'au jour où, une émission de télévision vint confirmer leur dire. En effet, bon nombre de personnes ont assisté au phénomène depuis Paris et sa région. Écoutons maintenant son récit. Bon, 2003 maintenant, c'est assez vieux aussi, et à ce moment-là, on ne m'a pas cru. Enfin, mes amis et mon entourage ne m'ont pas cru, et donc j'étais en train de me faire bronzer sur mon balcon pour prendre quelques couleurs avant de partir en vacances. Et puis de là, j'ai vu quelque chose en ouvrant les yeux, j'ai vu quelque chose qui m'a ébloui en fait. Je me suis dit, mais mince, je dis, attends, c'est pas le soleil, ça. C'était comme une plaque métallique ovale et qui brillait, mais là par contre c'était extrêmement loin dans le ciel. Et c'était pas non plus un avion qui est à je ne sais combien d'altitude, parce que les avions, il laissent des traces. Surtout quand il fait beau, généralement il y a des fumées, une petite fumée, on peut suivre leur parcours et tout. Et là c'était pas du tout un avion qui était en plein vol, c'était quelque chose qui brillait, qui stagnait, pareil, c'était ça. Donc de là j'ai appelé ma belle-sœur, mon ex-belle-sœur maintenant. Je l'ai appelée, j'ai fait Laurence, dépêche-toi, viens vite voir. J'ai dit, regarde, est-ce que tu vois quelque chose qui brille dans le ciel? Elle me dit, oui, mais c'est quoi? Elle me dit, j'ai dit, tu vois comme moi, tu vois que ça bouge pas. Elle me dit non. Elle me dit, mais c'est sûr que c'est pas un avion. Je fais, attends, tu vois l'avion qui vient de passer là? Alors je dis, celui-là, il a laissé des traînées, c'est-à-dire qu'il est loin au niveau il est très haut au niveau de l'altitude. Je dis, mais là ça stagne. Et d'un seul coup, au moment où je dis, et là ça stagne, ça a disparu en une fraction de seconde. Voilà, ça a duré quoi? Le temps que je l'appelle, ça a duré à peu près 2, 3, 4 minutes. C'était en 2003 et donc personne n'a voulu nous croire en fait. À ce moment-là, personne n'a voulu nous croire. Jusqu'au jour où Arthur, un animateur, a fait une émission et il avait invité Emma Demuise, celle qui a gagné la Starac 2003, la 3, ouais. Et là, Arthur lui dit, est-ce que vous avez déjà vu un objet non identifié? Elle fait oui, juste au-dessus de Paris en 2003, au mois d'août. Donc elle dit exactement la même chose que moi. Donc là, ça m'a carrément rassurée. Je me suis dit, bon, bah voilà. Et puis là, on m'a téléphoné, on m'a dit, bah c'est marrant, il y a cette chanteuse qui s'est exprimée sur ce qu'elle a vu au-dessus de Paris. Et finalement, il paraît qu'il y avait plein de gens qui étaient au courant. Nous tenons à remercier les témoins, ainsi que les enquêteurs. 2005. L'incroyable histoire. « 2005, 26 novembre, périphérique, entrée ouest de la zone. Habitant Sartrouville et Colombes, au nord-ouest de Paris, nous rentrions, vers 1h du matin. Après avoir assisté à un spectacle donné par une amie, à Porte de Montreuil, pour nous à peu près au sud-est de Paris. Tous quatre décidons de prendre le périphérique par le nord de Paris pour rentrer. Étant à la limite Seine-Saint-Denis-Paris, et ne connaissant pas forcément la signification de périphérique intérieur et extérieur, il semblait logique de prendre le périphérique à gauche afin de rentrer en passant par le nord. Grosse erreur. Le problème, c'est qu'au fur et à mesure que les noms des portes défilaient, je me rendais compte que nous avions pris au sud. Ce n'était pas très grave en soi, puisque la distance était quasiment la même, ce n'était juste pas prévu au programme. Mais l'aiguille du réservoir d'essence virait irrémédiablement vers le bas. Il nous fallait donc trouver d'urgence une station-service. Finalement, en pleine panique, nous en trouvons une au miracle et faisons le plein.
Nous étions alors un peu après porte de Versailles, vers l'ouest. Une fois le plein fait, sans à aucun moment sortir du périphérique, la station y étant située, nous repartîmes sur celui-ci. À peine 1 à 2 minutes plus tard, stupéfaction, que voyons-nous? Sortie porte de Montreuil à 100 mètres. Et qui plus est, à l'est direction nord. Ce qui voudrait dire que soit, selon la logique, nous aurions quitté le boulevard périphérique, fait demi-tour pour prendre la voie inverse sans nous en apercevoir. Et même si cela avait été le cas, il nous aurait fallu un certain temps pour retourner porte de Montreuil, et surtout, nous n'aurions pas manqué de remarquer les différentes portes que nous venions de passer un quart d'heure plus tôt. Ou alors, aurions-nous fait le tour du périphérique par le sud, l'ouest, puis le nord, laisser passer l'occasion d'en sortir au niveau de la porte Maillot, pour retourner sur Sartrouville. Ne pas avoir fait attention à toutes les portes qui séparent porte de Versailles de porte de Montreuil par le nord. Porte de Clichy, Saint-Ouen, Aubervilliers, porte de Pantin, porte de Bagnolet, et j'en oublie sûrement, et faire demi-tour en plein périph', chose impossible, pour retourner vers porte de Montreuil. Le tout en 2 minutes. Incroyable, non? Alors, comment prendre tout cela? Quelque part, il y a un côté positif. Nous avions finalement retrouvé notre chemin, en passant par le nord, avec, en bonus, un plein d'essence. Tout rentre dans l'ordre, si ce n'est que nous avons perdu un peu de temps. Le côté inquiétant de la chose, sans bien sûr pouvoir le vérifier, serait qu'il y ait une sorte de percée dans l'espace et dans le temps. J'en suis maintenant persuadé, même si je n'ai comptabilisé les minutes à ce moment-là, donc sans certitude. Que nous était donc arrivés? Avons-nous été enlevés? Nous sommes-nous égarés quelques instants au cœur du temps? Mais peut-être tout cela n'était qu'un signe. Vous aurez remarqué, j'en suis sûr, le manque de sens de l'orientation du chauffeur, ainsi que la panique qui s'empare des 4 protagonistes lorsqu'ils se rendent compte que leur réservoir est presque à sec. Mais tout ceci n'expliquant pas cela, l'être humain est intelligent, et comme dans tous ces cas extrêmes, il fait appel à toutes ses ressources pour se sortir d'une mauvaise situation. Cette histoire reste donc incroyablement étrange. 2008. 5 décembre. Vendredi. De 17h20 à 18h. 5 décembre 2008 à 17h20, sortie est de la zone. Par la fenêtre de son salon, un témoin remarque quelque chose qui ne lui paraît pas rationnel. La nuit était tombée, le ciel plus ou moins dégagé, le vent soufflait fort, une légère bruine glaciale accompagnait les nuages passant très vite. Madame Y voit alors une boule blanche étincelante entre 2 immeubles, sa fenêtre donnant plein sud. L'objet venait de l'ouest et se dirigeait vers l'est. Le phénomène avait 2 à 3 fois la taille d'une étoile. En une fraction de seconde, l'engin disparaît derrière l'immeuble situé à l'est. Madame Y, qui au début pensait à un avion, est maintenant sûre qu'il n'en est rien. L'accélération était bien trop grande pour un engin conventionnel. Le plus intrigant, c'est que rien ne ressortira de l'arrière des autres bâtiments. En une fraction de seconde, une observation qui fut exceptionnelle d'après les dires du témoin. Ceci marque le début des observations du 5 décembre. Notons que ce témoignage de vol tactique d'un ovni intrazone n'est pas sans rappeler celui de 1976. Écoutons le témoignage de Madame Y.
Bonjour, je suis une habitante du Haut-de-Montreuil, quartier Les Ruffins, et je parle aujourd'hui, c'est pour témoigner de ce que j'ai vu à ma fenêtre. Quelque chose qui me paraissait pas rationnel. J'étais donc à ma fenêtre en fin d'après-midi. La nuit était tombée, le ciel était plus ou moins clair, il y avait beaucoup de vent, les nuages passaient très vite, et j'ai vu passer une boule blanche entre deux bâtiments. Je suis exposée au sud, donc ça venait de l'ouest en allant vers l'est. Et ça a duré une fraction de seconde. Mais c'était une boule qui était quand même assez grosse, plus grosse qu'une étoile, je dirais même entre 2 et 3 fois la grosseur d'une étoile. Et sur le moment, j'ai pensé, je me suis dit, c'est un avion. Et puis je me suis dit, une fraction de seconde, c'est pas possible, c'est pas un avion. Et je voyais rien ressortir de l'autre côté des autres bâtiments. En fait, c'est apparu d'une fraction de seconde et puis ça a disparu tout de suite. J'ai noté l'heure après parce que je me suis dit c'est quand même quelque chose de bizarroïde. Et j'ai noté l'heure, il était 17h20 et c'était le 5 décembre. Voilà. Eh ben, je sais pas ce que ça va sortir de tout ça, mais enfin pour moi ça m'a paru exceptionnel. Voilà, je vous dis au revoir à tous. À 17h45, une mère et sa fille voient au-dessus du centre-ville, deux phénomènes lumineux de la taille de deux grosses étoiles, mais plus lumineuses encore. Au pied de son immeuble, la jeune femme promène son chien, elle aperçoit alors un gros point lumineux dans le ciel qui ne ressemble pas à la lune, et pour cause, celle-ci est bien visible ce soir-là au loin. Un nuage passe, masquant la lueur, puis laisse apparaître à présent deux boules lumineuses côte à côte. Inquiète, elle rentre vite retrouver sa mère, pour lui signaler cette mystérieuse apparition. Madame X l'écoute avec attention et se saisit de son appareil photo numérique pour prendre quelques clichés, mais la batterie est pratiquement déchargée. En bas la vue n'est pas excellente, elle se rend alors chez une voisine domiciliée plus haut dans l'immeuble. La voisine intriguée avait déjà repéré les lueurs de sa fenêtre, les trois femmes observent les deux phénomènes lumineux au sud-ouest, tout en les filmant. La fille de Madame X précise que la lumière faisait mal aux yeux alors que la première sphère était à basse altitude. Madame X indique qu'une des deux boules lumineuses était au-dessus de la couverture nuageuse, et une autre en dessous. Elle note aussi qu'entre le début et la fin de l'observation, 10 à 15 minutes, les deux objets volants non identifiés auraient perdu en altitude. Les témoins voient alors les sphères se rejoindre et avancer lentement, pour disparaître au-dessus de l'immeuble. Tout le monde part dans la cuisine pour voir le phénomène continuer sa route. Il ne réapparaîtra jamais. La jeune femme a la présence d'esprit de prévenir tous ses amis situés dans les autres immeubles avec son téléphone portable. En tout, ce soir-là, on ne décomptera pas moins d'une quinzaine de témoins directs. Le lendemain, des amis de Madame X, roulant sur le périphérique parisien, assurent avoir assisté au même phénomène, à la même heure. Témoignage de Madame X. Donc bonjour, je suis en compagnie au téléphone d'un des témoins du phénomène qui s'est déroulé à Montreuil dans le 93 le 5 décembre 2008 en fin d'après-midi. Bonjour madame. Bonjour. Alors est-ce que vous pouvez un peu nous raconter ce que vous avez observé? On a écouté auparavant le témoignage de votre fille qui est la première à avoir aperçu le phénomène. Donc je vous laisse raconter. D'accord, écoutez, voilà, vous avez eu donc le témoignage de ma fille, ma fille qui a 15 ans, elle est montée en catastrophe après avoir promené le chien, il devait être 18h à peine en tous les cas. Quand elle m'a dit maman, je dis qu'est-ce qui t'arrive, qu'est-ce que t'as à courir dans tous les sens, elle m'a dit mets-toi à la fenêtre, il y a deux boules blanches et tout, étranges et tout, qui stagnent dans le ciel. Alors je me suis mis à la fenêtre, effectivement, moi je suis restée bouche bée, quoi. Ma fille n'avait pas du tout menti, malgré les nuages épais, le froid, la pluie, le vent. Alors je lui dis va chercher l'appareil photo. Donc il s'est coulé quand même 2 ou 3 minutes avant d'aller le réflexe de l'appareil photo. Elle me dit maman l'appareil photo est déchargé. Tant pis que parfois lorsque l'appareil photo est éteint, il peut quand on rallume, on peut encore pouvoir prendre des photos. Donc effectivement ça a été le cas. On a réussi à prendre une photo. Je suis descendue en bas pour voir si je pouvais mieux filmer une vidéo en bas. J'avais aucune visibilité. À la limite, j'étais mieux au premier étage.
Donc je suis remontée chez moi et après je me suis dit non, je vais aller chez ma voisine. Je suis allée chez ma voisine qui me dit bah oui, moi aussi je les vois. Donc de là je dis est-ce que je peux filmer? Elle a ouvert ses rideaux. J'ai filmé. Bien sûr, la vidéo, ça bouge dans tous les sens parce que bon, il y a la panique, ça stagne, hein, ce sont deux choses qui stagnent, hein, blanches. Et puis voilà quoi. Donc maintenant on a la vidéo, on a les photos et sur les photos on s'aperçoit que quand on zoome c'est quelque chose de spectaculaire. Il ne s'agit pas ni d'un canular, ni on n'a pas envie de se faire passer non plus pour des idiots. Effectivement, ce qu'on a vu c'est gravé à jamais en tous les cas dans mon esprit et dans ma tête. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. D'accord, c'est normal. Et là par rapport à c'est plus des questions techniques. Donc déjà vous confirmez que les deux, on va appeler ça les deux boules lumineuses. Oui, moi pour moi j'ai pas envie de dire omnis parce qu'on ne sait pas ce que c'est. Donc c'est bien deux boules lumineuses blanches. Dont une qui était quand même proche de nous, dont une un peu plus haute, qui s'est cachée derrière les nuages. Et donc on en a pris qu'une quoi. On n'a pas réussi à voir les deux. Et je vous dis ça a été assez vite. Hein. Et quelque part quand j'ai pris une photo, quand on les a observées hier soir, je me suis aperçue que finalement, sans le savoir, j'en ai pris plusieurs. Donc il y en a plusieurs. Il n'y en a pas qu'une, il y en a plusieurs, dont une quand on zoome, on se demande ce que c'est quoi. Et quand vous dites qu'il y en a une des deux qui était plus proche de vous, qu'est-ce que vous entendez par là? Est-ce qu'elle était en dessous de la couverture nuageuse? Comment vous... En dessous de la couverture nuageuse. D'accord. Et l'autre est passé au-dessus. D'accord. Ça c'est intéressant. Donc ça ne peut, en tout cas pour l'une des deux, ça ne peut pas être un astre déjà. Ah non, pas du tout. Non. D'accord. Et est-ce que vous pouvez un peu nous dire l'éclat lumineux, il était lequel par rapport, par exemple, vous savez, Vénus, des fois dans le ciel, c'est très 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 lumineux, et en comparaison, c'était comment? Je dirais que ça ressemblait à comme une boule lumineuse, couleur, je sais pas moi, blanc, couleur nuageux, on va dire, mais loin. Non, c'est... j'ai du mal à le décrire, mais bon, ça n'a rien à voir avec ce qu'on peut voir dans l'espace, ni avec les étoiles, ni avec ces choses-là. Et voilà, c'est quelque chose qui... voilà, c'est de l'inconnu pour moi, en tous les cas, quelque chose qu'on n'a pas vu. Et... votre fille nous a indiqué qu'elle avait observé les deux phénomènes assez haut dans le ciel, hein. Bon, pas à son aplomb totalement, mais assez haut. Alors à mon avis ça doit être à 80. Assez haut effectivement, et elle les a vus assez haut dans le ciel d'après ce qu'elle m'a dit, et effectivement le temps qu'elle arrive à la maison, ils avaient perdu de l'altitude, ça veut dire qu'ils étaient déjà bien descendus tout doucement. D'accord. Dont une qui était au-dessus, qui est rentrée au-dessus des nuages, et la seconde qui était bien je vous dis qui était assez basse quoi, au niveau de l'altitude quoi, qui était vraiment pas voilà, et tout le monde pouvait la voir, quoi, sauf les gens qui avaient froid hier soir, il faisait froid et tout, c'est vrai qu'on n'avait pas tous le cœur à lever la tête et tout, je vous dis, ça a été un coup de chance que ma fille promenait le chien, sinon elle l'aurait pas promené, ça passait anodin, quoi, c'est quelque chose qui passe anodin, si ce n'est que ma voisine, qui est une personne âgée, qui l'a vu et qui m'a dit oui, moi je les vois, d'ailleurs je me suis demandé ce que c'est que ce truc, elle me dit vous êtes sûr que c'est pas des avions? Je lui dis non, je dis loin de là, regardez, et ça stagnait. Voilà. Et ensuite, par contre, ce qu'on peut dire, c'est que c'est parti au-dessus donc du toit de l'immeuble, tout doucement. Ils se sont rejoints, dont la deuxième qui était cachée derrière le nuage. Ils ont fini par se rejoindre et ils sont partis à peu près tout doucement, tranquillement, 20 km/h, on va dire environ. Et je me suis dit, s'ils passent au-dessus de la maison, on va pouvoir les voir, on va se mettre à la cuisine, à la fenêtre de la cuisine, et les observer passer. Et en fin de compte, on a attendu une demi-heure, on les a jamais vus passer, quoi. D'accord, effectivement, oui. Et donc, on n'a pas vu de départ, on les a pas vus filer, on n'a pas vu de départ, mais moi, ce que je sais, c'est que ça a stagné, et les vidéos vous le prouveront, hein, de toute façon, hein, parce que même si ça bouge, quoi qu'il en soit, même si nous, on bouge, elle est bien fixe, elle reste bien au même endroit et... D'accord. Et vous n'avez entendu aucun bruit? Aucun bruit, rien. Pas d'odeur? Très silencieux, rien du tout, aucun bruit. D'accord. On a le signalement d'un autre témoin dans les environs qui confirme aussi votre fille donc a commencé à voir les choses à 17h45 environ et voilà, le témoignage qu'on a, il commence vers 17h30.
Ah, il y a eu un témoin qui a vu la même chose alors. Oui, il y a quelqu'un d'autre, si ça peut vous rassurer. Voilà. Il n'y a que le côté que je voulais rectifier, parce que vous savez, hier, c'était quel côté c'était sud-ouest? C'était quoi le côté voilà, c'était sud-ouest. Voilà, donc c'était ça que je voulais quand même rectifier aussi. Hier, on m'avait posé la question et sans réfléchir, je vous ai dit le nord. Hein. Mais bon, c'est quasiment... parce que j'essaie de savoir où se couchait le soleil, où se levait le soleil, enfin voilà. D'accord, parce que bon, au sud-sud-ouest, hein, dans les environs là, en ce moment, il y a deux grosses étoiles, justement, deux grosses étoiles qui sont bien visibles, même tôt vers ces heures-là. Donc moi, au départ, je pensais que ça pouvait être une confusion avec ça, mais si vous me dites qu'effectivement, au départ, elles étaient bien au-dessus de vous et qu'en 10 minutes, elles ont plutôt bien évolué, ça peut plus être ces étoiles-là. Donc non, c'était pas des étoiles. Il n'y a pas de confusion à ce niveau-là, d'accord. Ce n'était pas des étoiles, c'était quelque chose, je vous dis, de rond, je sais pas trop décrire cette chose. Hein. Et puis je voudrais pas non plus raconter quelque chose comme ça sans que vous ayez en votre possession la vidéo qui justifiera donc mes dires et les dires de ma fille. Et vous, peut-être que vous pourrez mieux l'expliquer que moi. Moi, je sais que c'était pas une étoile, on sait ce que c'est. Une étoile filante, je sais ce que c'est. Maintenant, hier, reste à savoir qu'il faut quand même pas oublier qu'hier, c'était, on va dire, 18 heures en gros à peine, quoi, moins 10, allez, moins 5. C'était très nuageux et le peu d'espace qu'il y avait, cette boule que l'on voit, celle qui n'était pas cachée, elle se trouvait dans un espace où il n'y avait pas de nuages. Ça a été vraiment un coup de chance. Voilà. D'accord. Et qui après est passée à une vitesse tranquille. Hein, elles se sont rejointes toutes les deux. Elles sont passées au-dessus de l'immeuble. On a attendu désespérément une bonne demi-heure, le temps de voir si on pouvait les apercevoir en allant dans la cuisine. Et on les a jamais revus. Et leur luminosité, elle est restée constante? Constante. D'accord. À un moment donné, elle s'éteignait, elle s'allumait, elle pouvait très bien disparaître comme elle pouvait rester lumineuse. D'accord. Voilà. Entre-temps, on a appelé les voisins qui se sont tous mis à la fenêtre et ont vu aussi. D'accord, vous avez d'autres personnes qui ont vu la même chose? Disons qu'entre-temps, on a dit, ma fille a appelé de son portable ses copines, oui, en expliquant que j'étais avec vous, quoi, à ce moment-là. Et tout le monde s'est mis à la fenêtre et tout le monde a dit waouh, ouais, vous avez raison. Et elles ont voulu venir voir les photos, mais bon, il était tard, nous on voulait s'en remettre un petit peu. Et... Donc là aussi, ces personnes-là, ça serait bien aussi. Mes voisins, les voisins de l'immeuble d'à côté, comme on a contacté les petites copines de Kelly, donc là, les parents, les sœurs et tout le monde s'est mis, tout le monde effectivement ont vu. D'accord. Et justement, tout le monde a vu, mais ils les ont pas vus s'en aller non plus. Donc voilà. J'ai des amis sur le périphérique aussi, hein, en direction d'Ivry, qui ont vu aussi la même chose que Kelly a vu aussi hier et que moi j'ai vu aussi. Donc. D'autres masses lumineuses sont bien visibles, d'après l'ensemble des faits et des clichés. Difficile d'en déterminer la forme définitive. Je vous remercie, madame. Je vous remercie. Au revoir. 2010. 10 octobre. 20h20. Au cœur de la zone. Le 10 octobre 2010, vers 20h20, comme à l'accoutumée, je me dirige vers la fenêtre pour fermer les volets. Exposé plein sud, je repère tout de suite une sphère lumineuse à basse altitude et complètement immobile. De la taille d'une petite planète très arrondie et de couleur blanche, le phénomène semble suivre le mouvement de rotation de la Terre, ce qui tenterait à prouver que l'objet est bien dans notre atmosphère. Passé un certain temps, la chose est toujours au même endroit. Pourtant depuis le début de l'automne et depuis fort longtemps, le ciel était vide dans ce même secteur. Et j'observe alors ce phénomène jusqu'à ce que le froid me fasse rentrer. Les 15 jours suivants, j'observais assidûment cette zone mais rien à l'horizon. Cette observation n'eut lieu qu'une seule soirée. Tout ceci m'inspira alors une idée qui me mènera à la création d'un petit appareillage destiné aux veilleurs et ufologues, pour vérifier la course de ces phénomènes. 2012. 6 octobre. 9h. Un samedi matin très Doppler. Dès 9h du matin, et ce jusqu'à 10h45, une série d'impulsions sonores très puissantes a retenti sur toute la partie nord de la ville abritant la ZNPA. Le son ressemblant étrangement à celui d'un sonar électronique ou Doppler,
émettait des groupes de 1 à 4 pulses, semblant former une séquence, si puissant que leurs échos s'étalaient au loin. Au bout d'1h45, tout cessa, et s'ensuivit alors un défilé d'une bonne dizaine de voitures de police, qui précédèrent celles des pompiers. Hasard ou suite logique, rien ne permet de rattacher l'intervention des forces de sécurité et de secours à ce son mystérieux. Rappelons que cette zone a déjà été le théâtre d'une émission sonore d'altitude très sporadique une dizaine de fois en une décennie, ressemblant à s'y méprendre, au son d'un vaisseau au démarrage digne des plus grands films de science-fiction, jusqu'au début juillet 2009, où plus aucun effet sonore ne seront entendus jusque-là. Les médias locaux ne feront jamais état de ce phénomène, et encore moins du déploiement des forces de l'ordre et de secours, intenses. Après enquête, la seule source sonore à proximité, 1 kilomètre, était une petite guinguette placée dans d'anciennes parcelles de verger, entourée de murs de 2,50 m à 3 mètres de haut, avec une petite sono de 300 watts. Alors que la puissance sonore du phénomène ressemblait plutôt à celle des Rolling Stones et d'ACDC, additionnée. Alors hormis aussi le décompte que j'ai découvert plus ou moins entre les dates des observations, des comptes qui nous amènent à 2019, il y a aussi bien sûr ce fameux son du sonar qui m'a donné à réfléchir. Alors au mois d'octobre, quand je n'ai pas pu enregistrer ce son, je me suis dit avec quoi je pourrais le reproduire. Ce qui m'est venu tout de suite à l'esprit, c'est le son du Spoutnik, parce que c'était assez ressemblant en fin de compte. Et là je me suis dit mais ça me fait penser à quelque chose. Une des premières apparitions de la sphère au-dessus de la zone, c'est donc en 1957. Et en 1957, c'est aussi l'envoi dans l'espace du Spoutnik. Et avec tout ce genre d'effet spatio-temporel qu'il y a dans le coin, je me suis dit, est-ce qu'il n'y a pas rapport? On envoie le Spoutnik en 1957, et en 2012 et en 2013, on a un son qui peut ressembler aussi au son du Spoutnik. Bon, c'est peut-être un hasard. 2013. 17 avril. Mercredi. 19h45. Comme dans un bathyscaphe. Le sonar de la ZNP a de nouveau été entendu. Le mercredi 17 avril 2013, entre 19h45 et 20h30. Cette fois-ci, de moindre intensité mais très soutenue, des séries de 2 à 4 pulses semblant venir de partout à la fois, ont été largement entendues, et créant un écho impressionnant entre les bâtisses. Malgré tout ça, le son semblait venir de l'Est. Mais ce qui diffère avec le 6 octobre 2012, c'est que j'ai pu enregistrer le mystérieux son. Le sonar, captation MP3.
a signalé qu'entre le jeudi 11 et le vendredi 12 avril, un nouvel éboulement s'est produit au même endroit que celui du dimanche 3 juin 2012. Mais cette fois-ci, de l'eau provenant d'une ancienne rivière souterraine a dû être pompée. Pour l'instant, rien ne laisse penser que ces deux événements puissent être en rapport. Après enquête, les médias locaux ne mentionnent aucun essai technique ou autre manifestation culturelle à ce jour. Le lendemain matin, un hélicoptère survolera la zone nord pendant 2 bonnes heures, à très basse altitude marquant de longues pauses en vol stationnaire. Décidément, la ZNPN n'a pas fini de nous surprendre. À la frontière est de Paris, la zone Prime Alpha est truffée de ces anomalies autant déroutantes qu'inexpliquées. Des années 50 à nos jours, de nombreux faits ufologiques, paranormaux et autres phénomènes énigmatiques jalonnent son histoire. Bienvenue dans la dimension parallèle. Nous tenons à remercier les témoins ainsi que les sources presse. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui et on se retrouve très bientôt. Restez en fréquence. Antenna, votre radio.